Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller les parents ou tous les gens concernés par la réussite des jeunes qui les entourent. Notre but suprême, amener chaque jeune le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime cette émission. Également avec nous, évidemment, ma partenaire et le cerveau derrière toute cette opération. Mesdames et messieurs, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente de développement régional chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Allô. Allô, Pascal. Salut, merci d'être là. Merci à toi. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de le recevoir. C'est un honneur de l'avoir. On va jaser aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, on a du stock à vous raconter. On a la chance d'avoir avec nous M. Mohamed Meïté. Donc, Mohamed, je vous résume rapidement, là, mais je sais que vous êtes beaucoup plus extraordinaire que mes quelques phrases pour vous résumer. Mohamed est un Ivoirien arrivé au Canada depuis 2 ans pour étudier à l'UQAT. C'est 4 ans, finalement. 4 ans. Je te coupe 2 secondes, après on a dit 4 ans. 4 ans. Ben oui, j'ai mal fait ma recherche, mais à coup de Ça, pas. c'est de l'école. Ouais. Donc, je reprends. Excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai été mal cartonné. Il est arrivé au Canada depuis 4 ans pour étudier à l'UQAT au doctorat en génie minier et il est aussi vice-président de la mosaïque interculturelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Mohamed. Bonjour, je suis vraiment très content. Et puis, j'espère qu'on aura le temps de beaucoup parler. Oh oui, on a le temps. On n'est pas pressé, vous allez voir. Donc, pourquoi, là, vous vous dites, pourquoi qu'on a invité ce beau jeune homme à l'émission? Eh bien, c'est assez simple parce qu'on veut, premièrement, qu'on parle de son parcours inspirant, donc un parcours qui l'a amené un peu partout sur la planète. Et sensibiliser aussi les auditeurs aux défis d'intégration et celles des familles de nouveaux arrivants qui arrivent à Rouyn-Noranda de plus en plus, d'un peu partout dans le monde. Et aussi outiller des parents de nouveaux arrivants qui peut-être nous écouteraient, ce qui serait notre rêve le plus fou, qu'on soit écouté, parce que si on parle juste entre nous, ça va être bizarre comme émission si personne ne nous écoute. Donc, on va commencer par parler de vous, de résumer, parce que vous pourrez raconter aux auditeurs votre parcours. Encore une fois, merci Pascal. Je te vous vois, je m'excuse. Hein, non, on peut se tutoyer, je oui, pense que oui, c'est correct. Je pense qu'on est rendu là. C'est Pascal et puis... Marie-Aimée. Marie-Aimée. Oui. C'est toujours un réel plaisir, comme je le dis, et je suis très content que ce soit en hiver que ça se passe. Parce que là, on est dans l'identité de Rouyn-Noranda. Ah, on est en plein dedans, en pleine tempête aujourd'hui. Oui, moi, je suis Mohamed Meïté. Comme il a dit, je suis de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé mes études il y a bien longtemps parce que je suis un vieil étudiant. J'aime bien m'appeler comme ça. Je possède une maîtrise en environnement et pollution des milieux. Ça, c'est un peu l'équivalent que le Québec m'a donné. Sinon, j'ai 2 maîtrises en ressources naturelles et environnement, un diplôme d'études approfondies en chimie, santé et environnement. Et là, je me projette à Rouyn pour faire un doctorat, après avoir travaillé près d'une vingtaine d'années sur les questions Donc, d'environnement. c'est un retour aux études ou vous avez toujours étudié? Je dirais que c'est un retour véritable aux études, parce que là, je suis aux études en plein temps. Oui. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un voyage que je fais en revenant aux études. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous partager ce parcours qui m'a mené dans cette belle ville de Rouyn-Noranda. On vous remercie de nous raconter cette belle histoire. Mon histoire commence avec Rouyn-Noranda pour la région de l'Abitibi dans les années 2016, où je suis présent à une conférence sur les congrès des rejets miniers au Maroc, à Marrakech. Et là, je croise la grosse équipe académique de l'UQAT dans ce congrès. Et sur place, il y a une grosse équipe de... Qui aussi viennent participer à ce congrès. OK. Pour parler un peu de tout ce qui se fait dans la région en matière de mines. On rayonne, ouais. Oui, au-delà de la région. Ça a été mon premier contact. Je me pose la question, je dis, écoute, il y a des mines au Québec. C'est vrai que je sais que le Québec, il est francophone, beaucoup de culture francophone, beaucoup de services, mais je ne savais pas qu'il y avait une grosse région
où on faisait des mines. Et là, ça commence à travailler sur mon idée, mon histoire de retour aux études que j'avais déjà commencé à amorcer dans les années 2014. Déjà, pour vous dire que mon premier doctorat à l'université Nangui à Brogoua, ensuite avec une inscription à Tiouti, date de 2014. Mais là... C'était frais quand même. Voilà. J'arrive dans la région en automne 2021, grâce à une bourse que j'obtiens avec l'UQAT pour parler de ce qu'on appelle les sites oxydés du Québec. C'est un programme du ministère des Ressources naturelles qui nous permet de réfléchir sur les enjeux liés à la restauration de ces sites-là. Il y en a beaucoup au Québec. Donc, y a-t-il d'autres gens qui sont invités d'un peu partout? Oui, c'est l'avantage de l'UQAT. Okay. C'est une place idéale. Ils veulent avoir des visions de plein milieu minier de partout dans le monde. Tout à fait, parce que c'est un environnement qui permet à plusieurs personnes de venir apprendre dans un environnement multiculturel sur des enjeux qui peuvent être partagés à tout le monde entier. Effectivement. Parce que les questions des mines peuvent être partagées. Tout le monde gère des rejets voici miniers. comment commence l'histoire de Mohamed dans la BTB. Lorsque j'arrive, le premier contraste, c'est ce que vous savez. C'est le froid. C'est le froid déjà, mais vous arrivez à l'automne, il devait y avoir des couleurs merveilleuses quand même. Oui, tout à fait. C'est l'avantage si pour vous moi. étiez arrivé ce C'est comme soir... l'opération séduction. Là, on arrive, il y a des belles couleurs, puis après ça, bam, il y a l'hiver. C'est bien l'avantage parce que je prends le temps de magasiner. Oui. En temps, j'ai eu la chance de voyager. J'étais à Melbourne en 2012, où là-bas, c'est vrai, c'est pas l'hiver comme ici, mais il fait froid aussi. Donc, je prends le temps de magasiner et de me convaincre que j'arrive au bon moment. Et lorsque j'arrive en automne, c'est bien beau. C'est quand même froid, contrairement au pays d'où je viens. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, qui est un pays tropical, où les températures moyennes peuvent tourner autour de 30-31 degrés. Okay. Ben là, Et là, je suis dans le froid, tout seul, sans ma famille, en train de revenir aux études. C'est sûr que cela va engager des enjeux. Ça demande du courage on aura immense. on aura le temps de parler de tout ça. Ouais. Donc, voici comment commence mon histoire avec la BTB. Et d'ailleurs, c'est une belle histoire parce que je tombe dans une ville que j'adore, qu'on appelle Rouyn-Noranda, la douce rebelle. La question que se posent certains de mes amis, pourquoi est-ce que, à ce stade où ma carrière commence à fleurir, je suis superviseur sur un site minier avec une bonne rémunération, je prends l'option de faire un retour aux études. J'aime bien rencontrer cette histoire à tout le monde. Vous savez, lorsqu'on décide de retourner aux études, c'est pas parce que forcément on veut venir faire des études. À l'intérieur, il y a tout un projet de vie qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher de la nouvelle compétence dans un nouvel environnement. Donc, je reviens aux études parce que j'étais arrivé à un stade où il me fallait cette compétence. Et vous aviez plafonné. Oui, j'avais plafonné. J'étais près de 7 ans en même poste. Ouais. Je dis, OK, je suis dans la mine, je fais l'exploration, je fais l'exploitation. Il me reste à apprendre à restaurer les mines. Je reviens encore. La Côte d'Ivoire, ce n'était pas un pays minier. C'était un pays agricole. J'aime bien jaser. On dit que tout ce qui se mange comme chocolat dans le monde entier, 10% de ça vient de la Côte d'Ivoire. L'ensemble du cacao au mondial. Voilà, parce que nous sommes le premier producteur de fèves de cacao au monde. Ah, je ne savais pas ça. Si. Et nous sommes un pays essentiellement agricole. Donc, on s'ouvre au secteur minier dans les alentours de 2007, où on a la première vraie société minière qui vient s'installer. C'est vrai qu'on faisait déjà ce qu'on appelle peut-être les mines artisanales, mais la vraie... Mais des gros projets miniers, les gros projets miniers, c'est 2007. Notre premier code minier date de 1995. Okay. C'est quand même assez jeune. Voilà. Et donc, je me projette, je dis, OK, voilà une opportunité pour moi d'aller chercher une expertise pour compléter le cycle de vie d'une mine qui part d'une exploration à l'exploitation et à la restauration. Et
dans tout ça, il faut inscrire ta famille dans le projet. Mais c'est ça que je me disais. Déjà, vous avez beaucoup voyagé à tous ces endroits-là. Votre famille vous suit? Non, OK. justement, parce que à l'intérieur, c'est pour ça que je dis, il y a un projet de vie. Je me dis, OK, voici une occasion pour moi en 4 ans où je m'arrête de voyager, où j'étudie, mais je fais le projet de telle sorte que je puisse étudier avec mes enfants, leur permettre de découvrir d'autres endroits que ce soit moi seul qui voyage. Donc, on embarque, Mais c'est quelque chose d'extrêmement effrayant. Là. Tu sais, vous avez un bon travail, vous êtes bien rémunéré, Oui. vous avez votre maison, des enfants. C'est pas comme un jeune étudiant de 19-20 ans qui font « Bon, je pars au bout du monde ». Vous avez des responsabilités à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça le grand challenge. C'est pour cela que ces genres de décisions ne sont pas faciles à prendre et il faut aller les inscrire dans des matrices de décision souvent. Mhm. Et donc, c'est cet exercice que j'ai fait. Et j'ai eu la chance d'avoir un manager qui je salue, peut-être qu'il va avoir ce podcast. Je salue Chris Maskweb Bonjour. depuis l'Australie, qui lui, en plein Covid, on se parle sur ce sujet. Il me pose la question. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, Mohamed? Je dis bien l'éducation de mes enfants. Ensuite, OK, s'ils sont bien éduqués, il faut que j'ai aussi des moyens pour bien vivre. Ensuite, je vais faire ma job des passions, qui est les questions d'environnement. On installe tout ça dans une matrice de décision. Et ce qui en sort, je dois revenir aux études. Voilà, en fait, comment est-ce que je reviens aux études. Puis les enfants, la famille, votre conjointe, comment tout ce beau monde-là réagit? Au départ, les enfants, ils sont passionnés parce que je leur vends le projet. OK. Je leur dis, OK, moi, je vais revenir aux études, ça va prendre peut-être de challenge, ça va faire fondre l'économie de votre père, mais ça peut vous donner l'avantage de venir étudier aussi où je reviens aux études. Mais juste le temps pour moi de voir ce que ça donne lorsque j'arrive dans l'environnement. Si je sens que c'est un environnement où vous pouvez vous projeter pour faire également vos études, vous viendrez me rejoindre 1 an, 2 ans après. Ça, les enfants, ils les aiment bien. OK. Mais du côté de mon épouse, ça devient difficile. Hey. Elle a une carrière derrière elle de près de 20 ans. Il faut la convaincre, laisser tout ça avec tout son réseau lié à son emploi pour qu'elle puisse te suivre. Les parents, les amis, Tout ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui est toujours pas évident. Mhm. Mais lorsque vous vous projetez en famille et que vous regardez à l'intérieur que ce que vous projetez peut aller améliorer un tout petit peu les conditions de vos enfants, Oui. ça prend ça aussi. Donc, j'embarque, j'arrive tout seul. C'est la motivation première de la plupart des familles de nouveaux arrivants. Oui, c'est l'une des motivations parce que, on ne va pas se le cacher, un pays comme le Canada, le Québec, est un endroit sûr à comparer à des endroits d'où nous venons. Mhm. C'est vrai, ce sont des endroits sûrs, mais le Canada, le Québec est un endroit sûr où il fait bon vivre, où on peut bien étudier. C'est des choses auxquelles on se projette aussi dans nos pays. Parce que lorsqu'on parle, on n'est pas en train de dire qu'on n'est pas capable d'avoir ça dans nos pays. La preuve en est, moi, je fais toute la bonne partie de mes études dans mon pays. Mhm. Et ces diplômes ont été reconnus ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui Qui ont été bien faites. ont été bien faites. Mais lorsque tu es un père de famille qui est dans l'âge que j'ai et que tu projettes tes enfants avec les données que tu as, il faut que tu prennes une décision. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que, comme je le disais, mes enfants sont dans votre école, dans un milieu multiculturel, avec d'autres personnes, d'autres nationalités. Exact. Ils comprennent cette dynamique du monde, cette ouverture du monde. Il y a des gens qui viennent d'Ukraine, il y en a qui viennent du Maroc, il y en a de beaucoup de Oui. pays francophones un peu partout dans le monde. Et c'est une valeur ajoutée à l'éducation. Oui. Plus on a la capacité de s'ouvrir, ça nous donne l'opportunité d'aller apprendre. Celui qui s'ouvre apprend plus. Voici un peu ce qui fait que la petite histoire commence. Et ce soir, c'est sûr que
nos auditeurs, nos téléspectateurs seront vraiment très, très servis de ce parcours avec enthousiasme. Oui, ben merci beaucoup. Puis ça fait aussi réfléchir sur justement en arrivant, c'est quoi les défis, qu'est-ce qui a aidé, parce que on a plein de gens qui nous écoutent qui sont peut-être pas familiers avec des parcours d'immigration. Puis moi, j'ai comme envie qu'on soit une bonne société d'accueil, là. Oui. Peut-être que je suis naïve, là, mais moi, c'est ce que je nous souhaite en Abitibi-Témiscamingue, d'être une région qui est accueillante, puis une région où les gens ont envie de rester aussi après. Vous disiez que vous veniez voir, je vais aller passer 2 ans Ouais. ici. Et ça a été quoi votre première impression en arrivant de la région? Et aussi, c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? J'arrête pas de vous voyer, c'est du respect. C'est dur, je pense que non, oui. c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, quelqu'un qui a un doctorat, on C'est dirait ça, qu'il y a un ça. vouvoiement. Qui est en train de faire un son doctorat. doctorat. Oui, c'est vraiment important. J'aime cette question, elle a du sens parce que effectivement, lorsqu'on arrive dans un endroit, le processus d'arrivée, il peut être celui qu'il est, mais le plus important, c'est le processus de rester. Mhm. Il faut aller trouver des indicateurs qui te permettent de rester. Et je pense que je l'ai dit déjà à Marie-Aimée, que je l'ai dit à une de mes interviews avec une journaliste de Radio-Canada. La première chose qui m'a frappé à Rouen, c'est l'aspect communautaire. J'aime bien cette expression anglaise, le life in common. C'est une valeur qui est importante pour quelqu'un qui vient de pays comme l'Afrique. Nous, on a une grosse tendance à vivre en collectivité. Ce qui fait que lorsqu'on arrive dans un endroit et qu'on voit des indicateurs de société où on sent ces aspects collectifs, on est déjà un peu épaté avec ce qu'on avait comme information sur les pays du Nord. Peut-être parce que c'est une plus petite ville. Je ne sais pas s'il y aurait la même chose à Toronto. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que je suis déjà parti à Montréal, je suis parti, mais c'est déjà important pour moi, ça. Et ça, c'était un aspect. L'autre aspect que, pour répondre à Marie-Aimée, que je veux partager, c'est que moi, j'ai pris le temps vraiment de planifier mon projet. Ça, c'est vraiment important. On a tous une motivation qui est derrière l'immigration, mais derrière, il faut prendre le temps de bien le planifier. Pourquoi je le dis? Lorsque je croisais l'UQAT et que je commençais à fouiner sur l'Abitibi, je commençais à voir quels sont les organismes qui étaient déjà en place. Qu'est-ce qui se faisait? C'est quoi les besoins, les documents, Oui, c'était vraiment important. Et je magasinais beaucoup d'informations sur la région. D'abord, en rapport avec ce que j'allais venir faire comme travail, job. Et puis, comment est-ce qu'une personne qui avait ce statut que j'ai, statut déjà de personne qui a travaillé, qui est déjà dans un certain âge, qui revient aux études, quels sont les leviers qui peuvent permettre à cette personne-là de pouvoir mieux s'intégrer? Et là, j'ai vu qu'il y avait la mosaïque, il y avait pas mal de choses. Et j'ai vu que l'UQAT aussi avait en place des structures d'accueil qui permettaient aux étudiants de s'intégrer. Il y a une énorme vie étudiante. Ce sont des éléments importants lorsqu'on immigre. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que c'est vrai, il y a de l'immigration peut-être forcée, mais si vous prenez la décision d'immigrer, il faut travailler en amont sur un certain nombre de choses, notamment aller chercher la bonne information. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'avais déjà commencé à établir mon réseau avant d'arriver. Vous aviez rencontré tous les gens de l'UQAT, que vous aviez vus avant de venir, à déjà. Marrakech, Et même, je commençais à discuter avec des gens que je connaissais. Je vais vous donner un petit exemple. Ou même les gens du département, probablement. Tout à fait. Un petit exemple. Lorsque j'étais admis sur le projet, je suis allé sur LinkedIn, pour ne pas faire de publicité, là. Je suis allé chercher C'est parfait. tous les Ivoiriens qui avaient déjà étudié ici. Bonne idée. Je suis tombé sur un et je lui ai écrit. Je lui ai dit, mais j'ai vu que tu étais à l'UQAT de 2016 à 2018. Moi, je m'en viens là. As-tu des conseils? Et il m'a dit, ah, ça tombe bien. Moi, j'avais eu une bourse
de mobilité entre la Côte d'Ivoire et puis. Mhm. Mais toi, tu vas pour un doc, tu vas passer plus de temps. Voici telle personne qui vient de la Côte d'Ivoire, qui est installée depuis plus de 13 ans. C'est vraiment important, ça. Juste avoir quelques personnes rassurantes où tu peux aller prendre un verre ou aller manger. Tout ou à aller, fait, parce que lorsque tu arrives... Surtout toi qui arrivais tout seul. Voilà, c'est ça. Ce sont ces petits repères qui te permettent, toi, de rebondir. Après, derrière, c'est ta capacité à toi-même à aller chercher le référentiel d'informations nécessaires qui te sied pour pouvoir mener à bien ton projet. Et moi, un autre élément a été l'implication. Lorsque je suis arrivé en 2022, je vais à la Mosaïque et je rentre dans la Mosaïque. J'attends pas. Mhm. Parce que lorsque je vais au premier Assemblée générale de la Mosaïque, je comprends que c'est un espace Qui vous important, appartient. qui Oui. m'appartient Oui. par rapport à ma vision de l'immigration. Je dis, ah oui, j'aime bien le dire, voici une porte où je peux apporter mon expérience, où je peux moi aussi gagner pour me permettre de m'adapter. Et voilà, je suis à la Mosaïque aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration en tant que vice-président. Donc, vous avez vu en arrivant le côté essentiel de l'organisme aussi. Oui. On en parle souvent. Puis moi, pour avoir beaucoup d'amis qui arrivent d'un peu partout, Oui. la Mosaïque a été souvent la porte d'entrée, le premier organisme où ils se sont dirigés pour dire, ou même il y en a qui étaient beaucoup moins bien préparés que vous, qui n'avaient pas prévu. Oups, tout à coup, il y a des gens qui viennent en aide pour expliquer la procédure qui n'est pas toujours la même Non, ou qui est beaucoup plus complexe au niveau... C'est ça, puis c'est intéressant aussi d'apprendre un petit peu qu'est-ce que fait la Mosaïque. Là. Tu sais, je pense qu'à Rouyn-Noranda, c'est un petit peu plus connu peut-être qu'à d'autres endroits en région. Puis c'est de dire, la Mosaïque a un rôle à jouer, c'est intéressant de l'entendre, mais c'est aussi intéressant de réfléchir à les écoles, les employeurs, les milieux scolaires comme l'UQAT. Tout le monde a un rôle à jouer, pour ne pas prendre ce slogan qu'on utilise souvent, mais tout le monde a un rôle à jouer dans cet accueil-là, puis dans cette... Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que c'est un écosystème. On va se dire comme ça. Et dans cet écosystème où il y a l'immigrant, il y a le milieu qui accueille l'immigrant. Oui. Et toutes les parties prenantes de ce milieu-là ont un rôle important à jouer. Notamment la première porte. Lorsque quelqu'un arrive et qu'il n'a personne comme ressource, comme référent, la première porte reste, en tout cas pour la vie de Rouyn-Noranda et dans la région de la BTB, la mosaïque interculturelle. Tout à fait, oui. Et ça fait partie de la mission de la mosaïque. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, puisqu'on est sur Spotify. Oui. Des gens qui viennent du Cameroun ne savent pas ce qu'est la mosaïque. Je vais le faire très simple. Oui. La mosaïque, c'est une OBNL, c'est un organisme qui est dans la région de la BTB, qui nous permet véritablement d'être un point d'entrée pour tous ceux qui sont immigrants, avec 2 axes de mission essentiels. Accueillir et intégrer. Ça, c'est notre premier axe. Le second axe, sensibiliser. Si vous suivez un peu ma logique, je dis que c'est un écosystème où il y a l'immigrant et il y a la société hôte, c'est-à-dire la communauté hôte. On peut bien accueillir l'immigrant, l'aider à s'intégrer, mais il faut sensibiliser l'autre partie. Exact. Puis il y a beaucoup, moi, à mes contacts avec la mosaïque, c'est beaucoup des activités, des pique-niques où on met en contact les gens qui souvent se rencontreraient pas nécessairement. Mais tu sais, je pense qu'il y a la rencontre entre les personnes qui vivent une situation similaire, puis il y a aussi de ce mélange interculturel-là où ben, c'est encore plus enrichissant si des gens de la région qui sont ici depuis longtemps participent à ces activités-là pour créer des liens, finalement. Là, moi, on fait une bouffe tout le monde ensemble, mais on discute, on danse, on mange, on boit. Non, je suis parfaitement d'accord. C'est le meilleur moyen de se connaître. C'est un levier important. Parce que celui qui arrive se fait un rêve, généralement, dans son projet d'immigration. Ils prennent souvent le temps d'avoir le minimum d'informations. Pas toujours la bonne information.
Mhm. Parce que toutes les informations qu'ils vont chercher sont dans un rêve où ils se projettent pour avoir peut-être une situation nettement meilleure à l'endroit d'où ils viennent. On ne va pas se le cacher. C'est vrai qu'il y en a qui sont contraints d'immigrer parce qu'il y a certaines situations dans leur pays qui les obligent. Mais je parle de quelqu'un qui n'a pas cette contrainte, qui prend la décision d'immigrer. C'est généralement pour aller chercher cette sécurité-là. Mais lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas toujours vrai, cette information qu'il a. Donc, il faut aller forcément lui donner la bonne information. Et vous savez que transmettre une information, elle passe aussi par le référentiel culturel. Nous, quand je dis nous, je parle de Les gens d'ailleurs. les gens d'ailleurs. Oui. Ils vont arriver, ce n'est pas toujours des personnes qui vont chercher l'information parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'aller chercher l'information. Puis ça, j'ai envie de dire, écoutez bien les gens, là, j'ai plein de partenaires, Oui. moi, qui se posent cette question-là. Et Comment ça, on c'est- fait pour rejoindre les parents d'enfants dans nos écoles? Comment on les rejoint? Mais là, j'ai envie de dire, c'est le moment. Là, Oui, c'est vraiment le moment. C'est un mot que j'aime beaucoup utiliser et on l'utilise au niveau de la mosaïque pour que l'information puisse atteindre quelqu'un, une personne de l'immigration, quelqu'un qui immigre dans une région. Il faut aller chercher à mettre cette information dans son référentiel culturel. On peut avoir un exemple Je concret? donne un exemple. Oui. Lorsque moi, je suis un Ivoirien et que quelqu'un de la Côte d'Ivoire arrive et que moi, je lui dis, OK, lorsque tu viens en Abitibi-Témiscamingue, fais un effort pour ne pas arriver en hiver. Mais s'il va sur la plateforme, on lui dit, OK, prenez les dispositions pour arriver dans la bonne période. Mais ils lui disent pas la bonne période. La bonne période, c'est pas l'hiver. Ouais, c'est ça, exact. Il y a plein d'exemples qu'on peut aller chercher. Je ne parle pas de toute l'Afrique, peut-être l'Afrique du Nord, mais je parle de l'Afrique au sud du Sahara. Aller prendre l'information, ce n'est pas dans l'habitude des gens. Les gens attendent l'information. Donc, il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. Il faut aller vers les personnes. Oui. Parce que l'information qui arrive vers les personnes peut être une information erronée parce qu'elle est venue de quelqu'un qui a fait le processus d'immigration. Mais j'aime le dire à tous ceux qui veulent l'entendre. L'immigration a un caractère particulier et spécifique. Même si vous venez du même endroit. Parce qu'il y a un attachement émotionnel, il y a un attachement culturel, il y a un attachement d'éducation, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut mettre dans l'immigration. Peut-être, moi, je le dis toujours, je l'ai planifié. Ça m'a permis d'avoir peut-être facilement des leviers que je peux aller chercher, mais aussi le fait que j'ai voyagé et que j'ai été ouvert à d'autres. Vous avez vu plein de cultures, plein de façons de faire différentes. Ça a été aussi un élément important lorsque je suis arrivé. Mais quelqu'un qui n'a jamais voyagé, Qui passe directement, exemple de Côte d'Ivoire oui, à Rouyn-Noranda. directement, après, il faut qu'il arrive à comprendre comment est-ce qu'il peut aller prendre cette information. Et c'est ce rôle que nous essayons de faire au niveau de la mosaïque. Je vais poursuivre parce que je vous ai parlé de 2 axes. Là, c'était l'axe que je me concentrais sur la personne immigrante. On l'accueille, on essaie de l'aider à s'intégrer en lui apportant l'information nécessaire. Mais après, il peut avoir l'information nécessaire, comme on appelle les outils pour s'intégrer. Mais la communauté hôte, il ne sait pas comment communiquer avec elle. Et qui parle de communication, on parle de Oui, personnes. Donc, on va aller aussi travailler sur cette communauté hôte en faisant des rassemblements, en invitant ces communautés à venir comprendre ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut discuter avec ces personnes,
comment on peut comprendre le parcours de ces personnes, l'histoire liée à leur immigration. Ce sont ces éléments-là qui sont vraiment importants. Qui combattent les idées préconçues. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment important pour... Je vais revenir là-dessus. C'est un travail qui se fait avec d'autres organismes, je suis convaincu. Mais je pense que lorsque vous regardez la physionomie de la région, et en particulier de Rouen, vous comprenez que c'est une ville exceptionnelle. Puis c'est une ville qui a été bâtie entièrement par l'immigration. Là. C'est une jeune, effectivement. Et là, vous dites bien. Oui. Et ça, moi, je suis allé au fil du temps comprendre que l'histoire de cette ville ne date pas de maintenant en termes d'immigration. Ça veut dire que déjà, il y a des ressorts dans cette ville-là qui sont des dispositions facilitant. Et ça a toujours été, c'est que selon les époques, c'était juste des gens d'endroits différents. Ouais. L'époque, c'était la Finlande, Russie, Ukraine, Oui. Les Polonais. et les Oui. Polonais, et dépendant dans les années 80, beaucoup d'Haïtiens. Oui. Donc, Oui, je suis allé lire. J'ai eu la chance de travailler comme coordinateur environnement au niveau de la Oui. fonderie Horn. Et puis, je discutais avec beaucoup de personnes sur l'histoire de la mise en place de Noranda. J'ai eu le temps de visiter la maison du Mulon pour aller apprendre. Je vous parle de tout ça pour Oui. vous montrer que moi, je suis allé chercher l'information. Oui. Malgré le fait que j'étais confortable quand je venais, je me sentais à un minimum de sécurité parce que j'avais déjà de l'information. Mais je ne me suis pas limité, je suis allé chercher encore le maximum d'informations. Puis connaître, t'intéresser au lieu, t'intéresser au lieu d'accueil. Tout à fait. Exact. S'intéresser au lieu d'accueil. Et ce sont des éléments qui vous permettent de vous rassurer et de faciliter votre processus d'immigration. Ce sont des mots, c'est vrai, on en discute, mais qui peuvent aider beaucoup de personnes, et même les personnes, même les communautés qui reçoivent ces immigrants. Parce que l'immigration, ça vient toujours avec des enjeux. On ne va pas se le cacher. Pour celui qui immigre et pour les communautés Il y a qui du reçoivent. changement, il y a les gens de... Oui. Oh mon Ouais. Dieu, Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on se cache. Mais comme je le dis, lorsqu'on est dans une ville qui a une culture de l'immigration, l'immigrant aussi doit jouer sa partition. C'est ce que nous, on essaie de faire au niveau de la mosaïque. Tout en travaillant sur les leviers d'intégration, accueil, avec des personnes immigrantes comme nous, mais aussi en essayant de montrer aux communautés qui nous accueillent que l'immigration est une valeur ajoutée. Exact. Et je vais vous donner un exemple. Je vais essayer de le dire de manière à ce que les gens Tout le monde comprenne. Tout le monde comprenne. Oui. Et puis, mes frères de l'autre côté arrivent à le comprendre. Moi, la Côte d'Ivoire, c'est un pays d'immigration. La Côte d'Ivoire est entourée du Burkina Faso, Oui. pays des hommes intègres, Mhm. du Mali, de la Guinée, du Ghana, du Libéria. Mais Il y a une stabilité au centre qui est... nous, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme essor, moi, je le dis, pour l'âge que j'ai, mon enfant peut ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que c'est parce qu'on a été ouvert à cette immigration qui est venue apporter de la valeur ajoutée à ce pays, qui fait qu'on a l'essor qu'on a aujourd'hui. Je dis ceci pour que les gens comprennent que même dans les pays d'où nous venons, on connaît aussi les questions d'immigration. Et on comprend aussi qu'il y a des enjeux. Mais régler ces enjeux, c'est en essayant de comprendre l'histoire des personnes immigrantes. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec C'est vous. ce qui est souvent le plus difficile à faire quand, moi, j'ai l'impression de discuter avec des gens qui, je sais pas, qui sont peut-être moins ouverts à l'autre. J'essaie de leur dire, est-ce que tu les as invités? Tu sais, on a un, ouais, j'en ai un qui travaille avec moi. Là, tu invité à venir prendre une bière avec toi après le... Des fois, c'est ça qui est dur, c'est le pas de l'intégration totale. T'as-tu été prendre un verre avec? Est-ce que tu as pris le temps de discuter avec lui? Est-ce que tu l'as invité à souper? Est-ce que, pour connaître son histoire, son vécu, sans qu'il soit pas juste une statistique?
C'est ça qui est difficile, des fois, on dirait ce pas-là. Puis je trouve que la mosaïque le fait beaucoup. Avec les pique-niques, les danses, les festivals, les soirées. Là. Puis, tu sais, je me permets, là, pour les gens qui disent « OK, mais nous, on n'a pas la mosaïque chez nous, là, dans le sens où il y a d'autres MRC en Abitibi-Témiscamingue. Puis, c'est les Carrefours Jeunesse-Emploi qui jouent ce rôle-là. Fait à Val-d'Or, à Amos, La Sarre, au Témiscamingue, c'est les Carrefours Jeunesse-Emploi qui ont ce mandat-là, qui le font de façon différente de la mosaïque. Mais il n'y a pas rien d'autre dans les autres MRC. C'est juste différent. Puis, il y a beaucoup d'activités qui se font aussi, des activités extérieures. À un moment donné, j'ai vu des chiens de traîneau. Il y a vraiment des belles activités aussi qui s'organisent. Donc, je pense qu'on a ce souci-là de s'assurer que dans chacune des MRC, il y a des gens qui se préoccupent vraiment d'être un peu comme la première porte là, d'accueil, puis de dire, je ne sais pas trop où me diriger. Au moins, on a des organismes aussi dans les autres MRC. Oui, je le confirme parce qu'on a des interactions avec des collègues qui sont dans ces MRC et on est d'accord que ce que je dis, on le sent plus en région, ce qu'on est en train de dire. On parle d'immigration aujourd'hui. C'est vrai, tout ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. On a des personnes qui vont nous écouter en métropole et tout ça. Les enjeux peuvent être différents parce que, comme je l'ai dit, ça peut être speed là-bas. Et cette proximité d'aller chercher, d'aller être en contact, peut ne pas exister. Mais les enjeux restent les mêmes. Dans les petites villes, il y a plus de contacts entre Tout à fait. Les enjeux restent les mêmes. Même dans les grandes villes, on peut créer des espaces qui permettent aux gens, dans ce gros brouillard de vitesse, oui, la vie va vite. Ouais. On peut créer des espaces pour que les gens aillent comprendre qu'est-ce qui est derrière l'histoire des personnes immigrantes. Parce que c'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Là, tu l'as dit si bien. Oui. Ça nous évite les clichés. Puis la xénophobie aussi, là, les choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas nous font souvent peur. Tout à fait. C'est des choses qui sont vieilles plus que le monde. J'aime bien dire ça. Oui, j'ai peur de la différence. Voilà. Et je vais reprendre ma phrase que je dis. Moi, je pense que c'est dans la différence qu'on s'exprime le mieux. Et moi, j'ai toujours plaisir à le regarder dans la différence. Parce que c'est dans cette différence-là que j'arrive à prendre de la grandeur. C'est dans cette différence que j'arrive à me connaître moi. C'est comme un miroir pour moi, la différence. Oui. Mais pourquoi est-ce que les gens ont peur souvent? On va forcément toucher cet aspect que je vais aborder. La question d'immigration peut devenir un gros challenge lorsque l'environnement commence à devenir, lorsque les ressources commencent à s'amenuiser. Je vais donner un exemple. On va vous dire, par exemple, l'immigration a un impact sur les logements. Ça peut être vrai. Et on l'entend, c'est la raison souvent évoquée par les villes ou le gouvernement. C'est d'actualité. Ça peut être vrai. Parce que c'est sûr que lorsqu'on va parler comme mathématiquement, lorsqu'il y a un flux de personnes, ce qu'on a à repartir pour ces personnes-là, ça va changer sur le taux de répartition. Mais en même temps, ça peut être pas vrai. Parce que ces questions peuvent être déjà sous-jacentes. Elles vont peut-être émerger lorsque on va arriver à ces aspects. Mais moi, comme je le dis, c'est ces questions que je laisse souvent aux politiques. Nous, ce qu'on veut, c'est que dans le processus d'immigration, on comprenne qu'on peut aller chercher de la valeur ajoutée lorsqu'on essaie de comprendre l'histoire des personnes immigrantes. Ces gens-là arrivent avec leur vécu, leur culture. Moi, je suis un gourmand, leur cuisine souvent, leur nouvelle façon de faire ou de penser. Oui, puis tu sais, je réfléchis aux partenaires qu'on côtoie là, à Action Réussite, puis je me dis, autant les centres de services scolaires, les organismes communautaires, les employeurs, qu'est-ce qu'on peut leur donner, les trucs 101, là? Ce serait quoi les bonnes pratiques à adopter? Pour faciliter la vie. Ouais. Vous avais toi tout seul, et après, quand la famille est arrivée, les enfants, qu'est-ce qui favorise quelqu'un qui est, mettons, qui n'est pas scolarisé ou bien organisé comme toi?
C'est pas tout le monde qui a... Tu es habitué de... Oui. Je dirais l'information, le point essentiel, le point capital pour moi, c'est l'accès à l'information. Peu importe le niveau. Oui. Celui qui se lance dans un processus d'immigration, il est dans un rêve. Oui. Quand je dis dans un rêve, parce que il part d'un point où il estime que, d'un point A, où il estime que le point B va être meilleur. Et au point A, il a un certain nombre d'informations qu'il va aller chercher à valider au point B, qui est son point de chute. Mais lorsqu'il arrive et que les informations qu'il avait au point A ne sont pas validées au point B, C'est pas... ça Souvent des reconnaissances d'études, le loyer, le logement, l'emploi. ça peut devenir très, très, très difficile. Oui. Les enjeux de CPE, tu sais, c'est un peu, on disait, il y a déjà un enjeu qui manque de place en CPE, de dire, OK, ben là, quand vous arrivez, vous n'avez pas nécessairement un grand-père ou une grand-mère qui va prendre soin des tout-petits. Comment on s'adapte à ça aussi, Oui, d'arriver que notre système n'est pas parfait, là, oui, c'est ça. Non, Moi, je me suis inscrit pour les inscriptions sur le site des CPE pour une place en garderie et ils m'ont rappelé quand mon enfant avait 6 ans. OK? Donc, C'est ça. Donc, j'avais- tu sais, c'est un peu de dire aussi qu'est-ce qui est... oui, mais c'est ça. Donc, comme je le disais, c'est vraiment important l'accès à l'information. Ensuite, lorsque, que ce soit un employeur, que ce soit Scolaire. un scolaire, Ouais. il faut faire en sorte que la personne immigrante qui est dans son processus ait accès à la bonne information. Comment on fait pour que la personne ait accès à la bonne information? Il faut aller transmettre cette information en tenant compte de son référentiel culturel. Ça, c'est vraiment capital. On va dire, ah, mais là, ça peut être compliqué parce que on reçoit des personnes tout partout. Exact. Ils sont Mais- différents. Le référentiel culturel d'une personne immigrante, les référentiels culturels des personnes migrantes convergent généralement, quelle que soit leur origine. Oui. Je donne un exemple. Lorsque je viens et que j'ai un endroit où on me dit, lorsque tu arrives, par exemple à Rouen ou bien au Québec, Oui. il faut que tu aies, par exemple, un AS. Sinon, tu ne peux pas travailler. Un quoi? Un numéro OK, un numéro d'assurance sociale. sociale. OK. Excusez-moi. Oui, oui. Un AS. Oui, un as. Mais il y en a qui viennent qui ne le savent pas. OK. Parce Tu qu'on leur dois le dit, demander d'avance. on leur dit que ouais, ici, tu viens, tu travailles, il y a du travail à gogo. Il se met à travailler. Dieu merci, beaucoup, presque la majeure partie de tous les employés vont le demander parce que ça fait partie du système administratif. Oui. Mais il y en a qui passent. Et peut-être qu'ils vont se retrouver avec des moins bonnes conditions, qu'ils vont Oui. être obligés de Tout travailler à en fait. dessous de la table, comme on dit. Bien sûr, c'est de ça que je veux parler. Et lorsque cette personne immigrante qui arrive, qui se dit, OK, dans ce processus de parcours, je suis arrivé là, je n'ai pas eu cette information, mais j'ai besoin de travailler et j'accepte ce qu'on me donne, ça devient compliqué. Oui. Ben, on met les gens à risque de vivre des Tout à fait. injustices. Là. Je parle de cette question parce qu'il y en a beaucoup qui sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas accès à la bonne information. Mais ce qu'il faudrait, c'est tout simplement, comme vous disiez tout à l'heure, comme tu disais tantôt, une porte d'entrée Ouais. et quelqu'un donne les informations de base. Bon, pour se loger, comment ça fonctionne, avoir son numéro d'assurance sociale, comment ça fonctionne Tout à fait. au niveau de Ouais. Ça, c'est- l'inscription des enfants à l'école, comment... Tout à fait. C'est Tout à juste fait. un... Puis les villes aussi font ça. Là. Moi, je l'ai vu, le guide de la ville Oui. de Rouen, là, comment fonctionnent les autobus, comment... Fait qu'il y a comme un peu cette explication-là. Même au niveau du gouvernement, Ouais. le ministère de l'intégration, le MIFI, a une structure qu'on appelle Accompagnement Québec, pour ceux qui sont au Québec, où il y a des agents qui accompagnent. Mais il y en a qui ne savent pas que ça existe. lorsque tu es arrivé, il faut forcément aller t'ouvrir Un dossier. un dossier Oui. pour qu'on puisse t'accompagner. Mhm. Moi, j'en connais qui ne savent pas. Mhm. C'est pas parce que ils sont négligents, mais c'est pas dans leur processus. Ils ont une information en quittant le point A. Oui. Et cette information-là, ils viennent à la valider au point B.
qu'elle soit vraie ou fausse, ils viennent la valider, qu'elle soit une bonne information ou pas. Mais dans ce processus, il faut qu'il y ait ces structures, ces personnes, que ce soit les employeurs, que ce soit les institutions. Avec les institutions, on est bien gardé parce que l'école, c'est vraiment le grand moyen où on donne toutes les informations. Oui. Mais quelqu'un qui ne vient pas à l'école, Qui vient seulement travailler, qui est seul. ça peut être compliqué s'il n'a pas la bonne information. Parce qu'après, lorsqu'il se retrouve dans la spirale, la vulnérabilité, c'est vraiment Il difficile. peut tomber sur des mauvaises personnes aussi, Justement. ou les mauvaises informations. Ou les... Oui. Les mauvaises personnes, il y en a partout dans le monde entier. Oui. Donc, ça serait quasiment sur le document d'acceptation qu'il y ait Ouais. un procédurier de... La première chose à faire, c'est d'aller au bureau de, je sais pas... De l'immigration. le bureau je sais pas comment il l'appelle, le bureau du Québec, là, du Service Québec. Donc, Ou aller- encore même le bureau de l'immigration, déjà. Lorsqu'on arrive, il faut le bureau qui est juste à côté de la Poste Canada, Oui. pour la ville de Rouyn-Noranda. Au niveau fédéral. Au puis niveau fédéral, pour déjà commencer à aller prendre son numéro d'assurance sociale. Ensuite, aller chercher à voir si vous êtes venu pour des études, prendre contact rapidement avec votre institution. C'est sûr que là, vous allez trouver des agents, des structures pour vous accueillir, pour vous orienter. Si vous êtes avec un employeur, cherchez à connaître l'employeur, cherchez à avoir des informations sur l'employeur Mhm. avant de le rencontrer, parce que l'employeur, il peut vous donner l'information qu'il a envie de vous donner. Oui, effectivement. oui, Parce qu'il y a effectivement. pénurie de main-d'œuvre. Puis que... Voilà. Tout va vite aussi. De dire, Voilà. oui, je te dis oui à tout. Ils sont généralement tous corrects, mais Il y en a toujours quelques voilà, moutons noirs. voilà. Ouais. donc c'est vraiment important. Et vous voyez, durant tout ce que je suis en train de dire, j'insiste sur l'accès à l'information. Oui. Parce que lorsque cet élément, Quelqu'un qui n'a pas d'infos peut être facilement abusé. ou qui a la mauvaise information, Oui. peut être vraiment abusé. Ensuite, comment... Ou ralentir le processus pour se rendre jusqu'à son rêve. Là, dire, Tout à fait, c'est- tout à fait, tout à fait. J'ai passé à côté. Il y a un autre élément qui est vraiment important aussi que je voulais partager avec vous. C'est, elle a plus ou moins parlé, c'est la dimension multiculturelle. Parce que même quand je dis que nous, on vit en collectivité, généralement dans des milieux où on vient, c'est du life in common. Ici, c'est vrai, les sociétés, la notion de famille existe, mais les gens, c'est plus de l'individualisme. Oui, on est chacun chez nous. C'est ça. Du cocooning. Ouais. Tout à fait. Donc, lorsque vous arrivez et que vous n'avez aucun réseau, il faut que vous vous établissez un réseau. Mhm. Puis c'est à nous aussi de s'intéresser, de... Tu sais, c'est vraiment le vivre ensemble. Ben, c'est ce que je disais. Il y a quelqu'un Ouais. de nouveau au bureau, on l'invite Ouais. à prendre, je ne sais pas, c'est quelque chose de naturel De s'intéresser, de... à l'autre personne, discuter avec elle. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des différences culturelles, puis on peut commettre des petites erreurs, puis ça arrive. puis ça je peut être pense gênant. que- Ouais. c'est ça. Oui, c'est pas facile parce que Ouais. ce que vous dites, je comprends, mais on arrive dans une société où les gens sont structurés à vivre comme ça. Oui. Je suis d'accord. Dans le meilleur des mondes, c'est que ces personnes aussi fassent le pas pour essayer de faciliter cette relation interculturelle. C'est ce qu'on encourage, les gens qui Oui, nous ce que je écoutent, disais. Aujourd'hui, on va Mais- Exact. Mais encourager, on va pas faire peut- semblant, ça se fait pas partout. oui. Et Des fois, puis, on passe par juste inviter à des fêtes d'enfants. Moi, beaucoup de parents que j'ai connus, c'était à travers des fêtes d'enfants. Les enfants c'est des amis de l'école. Ouais. Et on est 8-9 papas. Puis à un certain moment, on a une bière, on Ouais, discute, puis ouais. on devient amis. Tout Donc, à fait. Ça passe Tout à- souvent par les enfants. Là. Tout à fait. C'est aussi une de nos missions, comme je l'ai dit. Mais moi, je dirais, je suis d'accord, mais j'invite les personnes immigrantes à briser la glace. Les sociétés qui accueillent ont leur culture, ont leur manière de faire. Puis effectivement, on est chacun chez soi à faire ces petites choses dans... Lorsque vous arrivez, je vais vous donner un petit adage qu'on dit chez nous, un petit proverbe. Lorsque vous arrivez dans un village,
et que les gens marchent sur la tête, commencez par marcher sur la tête. OK. OK. Pour comprendre pourquoi, ouais. Voilà. Ouais. Lorsque vous commencez par marcher pour la tête, vous devenez membre du village. Mm. Et l'instant que vous êtes membre du village, vous allez chercher maintenant à comprendre pourquoi est-ce qu'on marche par la tête. Je ne dis pas que Non. venir, mais c'est se régner. Non. Régner ses cultures, ses valeurs. Je ne dis pas ça. Non. Ça, je vais vraiment être très clair là-dessus. C'est d'amener, c'est les deux. C'est ça. Pourquoi je le dis? Parce que celui qui te reçoit est chez lui. Et il a l'avantage d'être chez lui avec tout ce qu'il a chez lui. Toi qui arrives, tu veux appartenir à chez lui. Donc il faut aller décoder les codes culturels de chez lui. Ce n'est pas toujours évident. Mais il peut t'aider à le décoder. Effectivement. Si tu brises la glace. Je vais donner un exemple. Moi, j'avais des collègues ici, chez nous, c'est inadmissible qu'on soit collègues, que j'arrive le matin et qu'on ne se salue pas. Ça veut dire qu'on a de la chicane. OK. OK. Ça veut dire que je viens, vous et moi, on est collègues, votre bureau est à côté, mon bureau est là, je viens, je rentre dans mon bureau, je ne vous dis pas bonjour. Ça veut dire qu'on est en chicane. OK. Oh. Et moi, lorsque j'arrive, je salue des collègues, bonjour. Il y en a qui sont comme si n'ont pas envie de répondre. J'ai pas eu mon café. Voilà. Il y en a. Je dis, OK. Est-ce qu'on est en chicane puis je le sais pas? Ouais. Je rentre, je passe dans la rue. Bonjour. Il y a quelques-uns qui répondent. Il y en a qui ne répondent pas. Je fais des statistiques. Je dirais 79% ne répondent pas. Ah oui? Je vois que ceux qui répondent sont d'un certain âge. C'est pas vérifié. Oui, non, mais les gens âgés sont plus polis. Mais c'est normal. C'est le référentiel culturel. Mm. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas peut-être emmerder tout le monde dans la rue, mais mes collègues avec qui je vais partager peut-être un bon moment, mais il faut que je travaille à faire comprendre que c'est important pour moi de me sentir à l'aise quand je viens matin, que je dis Pascal bonjour, et Pascal me dit bonjour. Et qu'on prenne une minute pour discuter. Oui, chez nous, on va plus loin. Je peux même dire, Pascal, est-ce que tu as bien dormi? Ton épouse était contente? Exact. Est-ce que tu as regardé un match hier? Ouais, c'est ça. Ça fait partie de mon référentiel culturel qui me permet de me sentir parmi vous. Et ça devrait l'être dans tous les bureaux. Ouais. Ah. Certainement. Oui, Oui. on l'a Mais je trouve ça intéressant de dire. Oui, on l'a de- pris. de- J'ai pris cet exemple de bureau pour le dire, mais pour dire à quel point il peut y avoir un gap dans nos cultures. Mhm. Mais le plus intéressant, c'est que lorsqu'on arrive à briser la glace et qu'on arrive à parler de ça, on converge tellement facilement qu'on s'est dit, mais en réalité, c'est les mêmes cultures. Oui, effectivement. Et moi, aujourd'hui, c'est des collègues qui sont les premiers. Ah oui, comment ça va? C'est pas bien passé le week-end? Et là, pour faire comme quelqu'un qui vient d'Abidjan, Côte d'Ivoire, j'ai dit oui, ça va bien. Chez nous, je peux venir ce matin, je dis comment ça va bien? Ah oui. C'est-à-dire, je te pose la question, en même temps, je souhaite que ça aille bien. Exact. Comment ça va bien? Je partage tout ça pour vous montrer que le processus d'immigration est vraiment lié à ces deux aspects qui est la personne immigrante et la communauté qui accueille. Et nous, à la Mosaïque, on l'a bien compris, et on travaille beaucoup sur le second axe. Avec tout ce qu'on voit comme enjeu et discours, on travaille sur le second axe qui est de rassembler et de favoriser l'interculturalité. Et que les gens comprennent. Comprennent. Donc, on organise des activités. Je pense que tout dernièrement, dans les périodes du début d'été, il y avait des parties, voilà, des grands pique-niques culturels. des grands pique-niques multiculturels. interculturels. Aussi, on fait de la bouffe, les repas. Mais la bouffe, je trouve, puis c'est le gourmand qui me parle, là, mais je trouve tellement que c'est une porte d'entrée de... Oui. Moi, j'écoutais
la Coupe du Monde avec Oui. on a une communauté de Burkinabés à Rouyn-Noranda Oui. et j'écoutais le foot avec eux autres. Mais l'ambiance est bonne, la bouffe, tout le monde est Ouais, heureux. ouais, Là, ouais. il y a quelque chose de magique. C'est pas comme... Je sais pas. Oui. Moi j'ai... Super, c'est ça. Et même pendant cette période, On se rassemble, ça fait une raison. Là. on essaye de rassembler le maximum de personnes C'est ça. et puis aller chercher à ce que... Parce que vous pouvez même être des personnes immigrantes, mais avoir des histoires qui peuvent différer. Mais ici, vous pouvez converger parce que vous êtes dans une société qui vous offre la capacité de vous intégrer ensemble. Mhm. Et c'est des choses qui sont très bonnes à partager. Je vais aussi également parler de je pense que je vous parlerai de ça. Quelles sont les difficultés qu'on peut, on peut prévoir dans cet écosystème? C'est quelque chose que j'aime aborder, j'aime me projeter. Qu'est-ce qu'on peut s'éviter comme problème? Ah non, j'adore cette phrase. J'adore. Si on a partagé la bonne information dans le référentiel culturel de la personne immigrante, et ensuite, on a participé à l'interculturalité. Ça veut dire, les personnes aussi... On est allé vers l'autre, on a allé brisé la vers glace. l'autre. Au-delà de tout ça, il peut y avoir toujours des petites chicanes. Oh, ben, il y en a même déjà. Moi, je viens de Val-d'Or, qui est la ville à côté, et il y a des chicanes entre Val-d'Or et Rouen. Tout à fait. Hein? Et donc, ce que je dis souvent à la Mosaïque, c'est le processus d'immigration est un voyage sans fin. Oui, effectivement. C'est un voyage sans fin. Dans un voyage sans fin, pour prendre encore, je parle en proverbe parce que nous, on vient de certains endroits où on parle de proverbe. On dit, lorsque la marche n'est pas encore terminée, les bras ne peuvent pas cesser de balancer. Ce que je veux dire, et ça c'est pour nous, personnes immigrantes et pour les communautés, nous devons toujours chercher à nous parler, nous chercher à nous divertir ensemble, chercher à comprendre l'autre, Et à connaître l'autre. à connaître l'autre. Et s'intéresser à l'autre. C'est le point de départ, c'est de s'intéresser à l'autre. Et je pense Ce que j'entends, c'est en continu. En continu. C'est ça que j'entends. Là. En continu. C'est pas juste en arrivant, c'est pas juste quand... Moi, je l'ai accueilli, je l'ai invité une fois à un party, puis il est intégré, c'est réglé. Ben, En non, continu. c'est pas ça, ouais. Et une fois qu'on rentre dans ce processus, on va se rendre compte de toute la valeur que nous pouvons avoir à travers l'immigration. Mm-hmm. Même si aujourd'hui, dans le monde entier, la question de l'immigration reste vraiment un enjeu vraiment très délicat. Ben, merci beaucoup. Ben, merci. Merci. Je pense que tu avais un petit... J'ai des petits On a saviez-vous du que- temps? Tu as un petit saviez-vous quoi Ben avant? oui. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je crois qu'on va te réinviter, Mohamed. Il y a trop de choses à dire. On va se trouver un autre axe Oui, de conversation, là, puis on va te réinviter. super. Mais déjà, tu sais, je pense que ça... Tu sais, on va le faire, là, notre... qu'est-ce qu'on garde, là, mais tu sais, Oui. d'aller... Moi, je dirais d'aller vers l'autre, de le faire de façon continue, que c'est une relation, chacun a son bout de chemin à faire. Je pense que, tu sais, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Puis, tu sais, mon petit saviez-vous que, là, je j'ai pas l'intention de m'éterniser, mais c'était plus parce que quand on discutait, Mohamed me disait, moi, tu sais, ça fait 4 ans, puis tu vois déjà la différence qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes, puis Ouais. c'est quelque chose que tu observes dans le plaisir, là, de, Oui. de- Oui, de puis moi, je voir. le vois dans ma classe. Je te Ouais. disais, depuis 5-6 ans, j'ai des gens de partout dans mes classes. Avant, j'en avais peut-être 1, 2, et là, j'en vois 6-7 dans mes classes. Puis ça amène quelque chose d'extraordinaire. Oui, fait que c'est de dire c'est un sujet d'actualité, mais ça va rester d'actualité parce que les statistiques montrent que ce chiffre-là augmente à chaque Oui. année. Oui. Donc, puis c'est des données
de l'observatoire que je vais pouvoir mettre en lien aussi Oui. là, de l'épisode, mais c'est intéressant de voir là, que on est rendu... Tu sais, là, première fois que je le vois, ça a l'air peut-être un peu petit, là, mais en 2021, la population immigrante, excluant les non-permanents, représentait 1,6 % de la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis c'est déjà 10 % de plus qu'en 2016. Donc, on se dit qu'il y a quand même une augmentation. Puis si on regarde du côté des résidents non permanents, bien là, on est à 0,7 % de la population. Donc, si on additionne tout ça, là, on commence à avoir une société riche, diversifiée, qui continue finalement de s'enrichir à chaque année. Là. Donc, donc, c'est un sujet qui va rester pertinent, puis qu'il faut rester ouvert à ça des deux côtés, Mais, dans le sens puis, où... tu le disais tout à l'heure, la ville de Rouyn-Noranda a toujours été une terre d'immigration. C'était juste les... Puis la porte d'entrée, là, des fois, on l'oublie, là, mais quand je regardais les statistiques, là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, là, la quantité, mais la plupart des nouveaux arrivants sont à Val-d'Or. C'est la porte d'entrée de la région. Donc, surprenamment, moi, j'aurais pensé que c'était moi loin, aussi, je mais pensais les que c'était ici. statistiques sont à Val-d'Or. Donc, c'est un autre fait intéressant aussi. Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup de mines aussi à Val-d'Or. Oui, si c'est parce que ici, on va regarder à l'intérieur, c'est plus une grosse communauté étudiante à cause de Louis IV. Mhm. Mais ceux qui viennent directement pour l'emploi dans le secteur des mines Ils sont surtout dans la vallée de l'Or. sont surtout dans la vallée de l'Or. Et Oui, parce que vallée de l'Or, ça inclut Malartic, là, mettons oui, qu'on se oui, rappelle. Là. tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. C'est une question qu'on doit continuer à parler de ça, parce que qu'est-ce qu'on fait à travers ce qu'on est en train de faire, ce balado? Moi? On veut que les gens se parlent. On C'est veut que les gens s'intéressent les uns aux autres, Mm. quelle que soit l'origine, et peut-être faire un contrepoids à, vous le disiez tout à l'heure, des débats Oui. inutiles et souvent sombres. Oui, Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut être un contrepoids. Que les gens disent, bon, j'ai une nouvelle personne à mon bureau, je vais m'intéresser à elle. Et si elle a besoin d'aide, je vais l'aider à se renseigner, à savoir comment ça fonctionne et pas être distant parce qu'elle est différente. je suis d'accord, Pascal. C'est ce qu'on veut faire. Je suis d'accord, Pascal. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi doivent comprendre que on ne doit pas rendre la question d'immigration, ça ne doit pas nous faire peur. C'est pas un tabou. Ça ne Ça. doit pas nous faire peur parce que si on va vers l'autre, si on donne la bonne information à la personne immigrante, à coup sûr, c'est une valeur ajoutée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'en retiens, je vais garder ma phrase, intéressez-vous à l'autre. Allez vers l'autre. Invitez l'autre à souper, à écouter un match, à prendre une bière. Tout simplement, c'est le premier pas. Moi, je trouve, une fois qu'on est là, puis la personne, puis à un certain moment, elle va devenir dans votre cercle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, se former un nouveau cercle. Cette personne-là arrive, c'est ce qu'elle a souvent besoin. Oui, elle a besoin d'informations, mais elle a besoin de connaître des gens autour. Donc, elle s'est détachée d'un milieu. Il faut qu'elle se rattache à quelque chose. Puis je pense que c'est ça aussi qui va faire qu'on va garder nos immigrants. Puis que ça va devenir c'est ça, moi je les vois à l'école. C'est des petits Rouyn-Norandiens complètement intéressants. Ben, merci, Pascal. Merci à toi. Donc, notre invité d'aujourd'hui, Mohamed Meïté. Merci beaucoup. Et également avec moi, comme toujours, presque, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite, Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a été pertinent, chers alliés de la réussite et de l'intégration également. C'est le temps de le montrer, là, des likes, des commentaires. Exact. Commentez, racontez-nous vos histoires et allez vers l'autre. Racontez-nous vos histoires de « Hey, moi, j'ai aidé quelqu'un » ou « J'ai invité quelqu'un » ou « Je suis allé ». Juste s'intéresser, une conversation, un café, un bonjour le matin, une conversation, un sourire. C'est juste ça qu'on a besoin. Comme tout le monde, peu importe d'où tu viens, quelqu'un qui te fait un sourire, c'est jamais mauvais. Donc, je vous invite à vous abonner sur YouTube, sur Balado Québec ou sur Spotify. Donc, je vous invite également à aller sur la page de Action Réussite où Marie-Aimée va mettre plein d'informations. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ben ouais, on n'aura pas le choix de te réinviter.